vote ou de nature à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote. C'est ce que prévoit en substance l'article 7 de l'arrêté numéro 00022-A-MINAT-SG DAP du 5 octobre 2018 réglementant l'exercice de certaines libertés et activités à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2018. Il fixe ainsi les mesures relatives à la liberté de circulation des personnes et des biens, l'exercice des activités lucratives, la pratique des jeux et bien évidemment la sauvegarde de la liberté et du secret de vote. Pendant ce temps, la coalition des forces de l'opposition, appelée à affronter Paul Biya, candidat sortant dimanche prochain, n'a toujours pas pu voir le jour. À 48 heures du scrutin, des indiscrétions annoncent un éventuel rapprochement entre les candidats Maurice Kamto et Maître Akeremouna. Présidentielle 2018, dernier réglage et dernière tractation. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Présidentielle 2018, dernier réglage et dernière tractation. Pour en parler, je suis avec Wilfried Ekanga. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, merci de l'invitation, comme tous les soirs où c'est possible. Dites-moi Wilfried, vous ne devez pas être sur ces plateaux ce moment-ci. Vous étiez invité parce que hier vous avez annoncé une conférence. Oui, c'est intéressant. Il s'est passé quelque chose de miraculeux. Je vais enlever les guillemets parce que je pensais qu'on était dans un état de droit et que dans un état de droit qui plus est en période de campagne, on avait le droit de présenter l'offre politique de la formation à laquelle on appartient. Mais nous nous sommes rendus compte que ce qui est impossible dans nos têtes est quand même possible dans la logique administrative de notre pays. Il s'avère donc que malgré l'autorisation préfectorale que nous avions, quand nous sommes arrivés dans ce même hôtel qui nous avait demandé l'autorisation, le discours a subitement changé et l'hôtel Le Watt nous a fait comprendre que non, nous ne pourrions pas tenir la conférence parce que le document, quoique étant original, n'était pas original, n'est pas accepté. En fait, si j'arrive à expliquer, c'est ce que le célèbre artiste Richard Bona disait, si on vous explique le Cameroun et que vous n'avez pas compris, c'est qu'on vous l'a bien expliqué. Mais si vous l'avez compris dans l'explication, c'est que l'explication en fait était mauvaise. Donc, voilà, la conférence finalement ne s'est pas tenue. C'est pour ça que je me retrouve sur ce plateau. Mais ça n'a pas empêché la ville de Douala d'être en ébullition. Nous avons mis 45 minutes entre l'hôtel Le Watt et la télévision Equinox. C'est à peine, je sais pas, 200 mètres parce qu'il y a une liesse populaire, il y a une euphorie. J'ai vu cette volonté dans la jeunesse dont moi-même je fais partie, c'est 70% de la population, et cette jeunesse est mécontente de n'avoir pas été écoutée. Cette jeunesse est mécontente du fait que malgré la crise anglophone, malgré tous les problèmes que nous avons dans notre pays et qui résultent du fait que l'État n'a jamais voulu écouter sa population, le gouvernement s'est comporté de manière monarchique. Malgré toutes ces erreurs, malgré tous ces manquements, il continue de répéter justement les mêmes formules et on espère, on compte en tout cas les sanctionner pour cela au 7 octobre dans 2 jours, parce que celui qui n'apprend pas de ses erreurs va revivre exactement la même situation à l'infini. Et nous en avons marre au Cameroun de revivre la même chose. Nous voulons un Cameroun nouveau dans le réel, au-delà du slogan. Ok. Merci, Wilfried Ekanga. Sur ce plateau également, Iram Iodi, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, vous êtes membre de la plateforme pour une nouvelle république du mouvement NAO. Exactement. Voilà. Je reviens à vous dans un instant. Tout à fait. Parce que la première question sera pour vous. Sur ce plateau également, Casimir Désiré Tagné, avec une double casquette aujourd'hui. Hein. Oui, journaliste d'investigation et... Déjà, il faut reconnaître que les journalistes sont d'office observateurs. Oui. Mais malgré cela, je crois que j'ai eu la chance, parce qu'il faut le dire, c'est même la chance, puisque le ministre Atanga a barré pratiquement tous les observateurs nationaux. J'ai donc eu la chance d'être accepté comme observateur. Et je crois que avec cette double casquette, je vais faire mon travail dimanche et sans état d'âme. Ok. Sans état d'âme dimanche. Je vous rappelle, madame, monsieur, que nous avons convié sur ce plateau le RDPC à travers le coordonnateur de la cellule de communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dont le RDPC a attendu sur ce plateau.
Iram Yodi, on a parlé des tractations. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce que hier, lorsqu'on s'est séparés, vous nous avez parlé de... Tout le monde attendait la fumée blanche. Absolument. Où est-ce qu'on en est à l'heure qu'il est? Alors, on en est très proche, on en est quasiment là. Pour être très précis, vous avez annoncé un rapprochement entre le MRC et le candidat Akerimuna. C'est bien le cas. Nous avons un accord de principe depuis ce matin qui est très clair. Maintenant, ce qu'il faut expliquer, je sais qu'il y a eu une attente insoutenable. Ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que... Vous jouez avec les nerfs de certaines personnes, absolument pas. Absolument pas. Nos propres nerfs sont à l'épreuve, mais c'est de rappeler quand même qu'une coalition, c'est aussi une fusion de programmes. C'est très important à rappeler. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels les programmes du FPD et du MRC avaient des écarts considérables, et donc nous devons rapidement arriver à un compromis. Comme je dis, l'accord de principe est là. Dès le début de cette campagne, le bâtonnier Akerimuna a dit qu'il était prêt à se désister en faveur d'un candidat qui serait mieux positionné que lui auprès de l'opinion publique, qui avait de meilleures chances que lui de gagner l'élection, et il a tenu à sa parole. Donc c'est une question de quelques minutes pour que les communiqués officiels soient rendus publics. Voilà, on se dit que pourquoi avoir attendu si longtemps, quelques 2-3 jours du scrutin, pourquoi n'avoir pas entamé ça un peu plus tôt? Alors, la discussion a été entamée bien plus tôt qu'on ne le pense. Je crois que j'étais sur ce plateau il y a un peu plus de 3 semaines. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y avait quand même dans notre esprit à nous 5 candidats majeurs, donc il y avait des discussions croisées. Depuis 3 à 4 jours, il a été clair pour nous qu'il y a un certain nombre d'entre ces candidats avec qui on pouvait arriver à un accord. Et donc, on a accéléré les choses. Et je suis confiant que, comme je dis, avant la fin de la journée, nous aurons un communiqué ou alors des précisions de la part des différents directeurs de campagne et des porte-parole de candidats. Casimir Désiré Taï. Je suis heureux d'entendre de la part du représentant du mouvement NAO, du candidat Mouna, du candidat Akerimuna, qu'une coalition serait en train d'être formalisée. D'ailleurs, nous avons lu suffisamment sur les réseaux sociaux où, pour reprendre leurs termes, ils disent que la marmite est déjà au feu, l'eau est même presque asséchée, donc d'un moment à l'autre, le repas sera servi. Mais moi, j'ai envie de leur poser la question de savoir à quelle heure, lorsque nous allons revivre exactement le scénario de 2011, où il y a eu des candidats qui ont désisté la veille de l'élection, et ça n'a absolument pas été ressenti dans les bureaux de vote. C'est-à-dire les bulletins de vote de tous ces candidats qui avaient désisté sont restés et ont eu un décompte final le jour du vote, alors qu'ils n'étaient plus candidats. Alors, lorsque le mouvement NAO et Kamto, Boris Kamto, il doit même avoir Ntifor, c'est-à-dire c'est les 3 qui seront en train de coaliser. Et j'ai même envie de demander qu'attendent alors Cabral Libi et Joshua aussi. Bon, mais qu'à cela ne tienne, lorsque nous savons que les bulletins de vote sont déjà partis, jusqu'au plus profond des recoins et des coins des villages, lorsque nous savons que on attend seulement le dimanche pour les étaler, et que jusqu'à maintenant, peut-être c'est juste d'ici demain matin que vous allez officialiser votre coalition, je me demande comment les électeurs qui sont au tréfonds du Cameroun vont faire pour être informés et savoir quelle est la conduite à tenir. Donc vous voyez que les candidats à l'élection présidentielle du Cameroun se sont comportés exactement comme tous les Camerounais, c'est-à-dire chacun est resté sur son piédestal et attendre la dernière seconde pour nous dire qu'il y a coalition. Moi je dis c'est une mauvaise farce, Serge Alain, c'est même une très très mauvaise farce, et je crois que les grandes leçons que nous devons tirer de cette campagne électorale et même de l'élection présidentielle qui va se dérouler dans 48 heures, c'est la projection pour 2025. Il faut déjà commencer à projeter 2025. Il faut déjà commencer à préparer. Et puis, ce n'est pas en un jour qu'on prépare une coalition. Oui. Je me demande même, qu'est-ce que Akerimuna serait en train d'attendre, puisqu'il dit que l'autre est plus en vue que lui. Il attend dans quelles conditions pour officialiser? Il attend qu'on lui taille les prébendes. Mais je viens de préciser un certain nombre d'éléments. Oui. Je crois qu'il faut également qu'on soit responsable dans nos discours. Nous avons des candidats qui ont fait campagne depuis des semaines avec des programmes précis. Oui. C'est pour cette raison qu'il y a, et pour le cas d'Akerimuna, c'est particulier. Il est à la tête d'une plateforme qui s'appelle la Plateforme pour une Nouvelle République, au sein de laquelle on compte une dizaine de partis politiques.
Donc, notre programme a été basé sur un travail participatif avec l'ensemble de ces organisations-là. C'est très important à préciser. Au moment où, en tant que leader de cette plateforme, il va vers une coalition avec un autre candidat, on doit pouvoir avoir un programme qui satisfasse l'ensemble des formations politiques. Sinon, de la plateforme. Sinon, on perd également un élément. C'est-à-dire qu'on peut donner une consigne de vote, mais nos propres partis alliés ne la suivent pas parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ces éléments. J'ai dit il y a un élément très simple, c'est peut-être le plus important sur lequel nous allons trouver un accord. Les autres sont clairs, c'est la question sur la forme de l'État. Et elle sera clarifiée dans les prochaines minutes. Ok. Wilfried Ekanga, comme dit Casimir Désiré Tanier, ça vient un peu tard, cette éventuelle coalition entre le MRC et... Mieux vaut tard que jamais, c'est ce qu'on dit. C'est vrai, mieux vaut tard que jamais, parce qu'il est certain que avec le ralliement du mouvement Mao, le MRC, en tout cas la coalition, va gagner davantage de voix, en tout cas en tant qu'entité commune. Ce ne sera plus des voix dispersées entre des partis. Mais l'argument selon lequel il sera difficile d'atteindre les zones reculées et de les informer sur la faisabilité de l'élection, il est solide. C'est vrai que ça va demander une mobilisation énorme de moyens pour communiquer. Il y a tout le monde dans l'arrière-pays. Quand on sait que dans certaines zones du Cameroun, l'accès à l'information n'est pas la chose la mieux partagée. Mais on peut espérer que, bon, avec les téléphones portables, en tout cas avec les nouvelles technologies. Cela dit, on ne doit pas se voiler la face. Il aurait mieux valu que nous le fassions plus tôt. Ça a échoué sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'était sur les fameux critères objectifs sur lesquels certains candidats auraient décidé de se rallier à d'autres. Cabral Libye avait proposé une solution qui semblait très belle, mais qui avait certains manquements. Il disait, on va se rencontrer en conclave, et chacun va inscrire le nom de celui pour qui il veut, enfin de celui dont il est convaincu que c'est lui. L'inconvénient, c'est lequel? Par élection. Oui, l'inconvénient, c'est que, voilà, ce n'est pas tout le monde qui s'apprécie, c'est-à-dire chacun peut faire une sorte de vote sanction, et c'est le candidat le moins populaire, justement, de cette formation-là qui finit par devenir le leader de la coalition. Donc ça ne résolvait pas fondamentalement le problème. Le problème, c'est donc posé sur l'examen des fameux critères qui pourraient, dans l'objectivité la plus totale, conduire tous les partenaires à dire que, bon voilà, nous allons être derrière telle ou telle personne. Dans le cas du MRC, par exemple, l'analyse que nous avons faite, c'est que le MRC devrait être le leader de la coalition parce que, dans une absence d'opportunisme total, il a été créé après les élections de 2011, pas avant. C'est-à-dire, il a eu la patience de s'établir dans le pays, de rencontrer les Camerounais, de s'incruster dans le paysage, comme je le dis toujours. Et après, voilà, il a présenté une formation, il a présenté un projet qui a évolué sur la durée. Il a présenté un développement crescendo, parce qu'au début, on se moquait un peu. Il y a une maxime qui est attribuée à Mahatma Gandhi qui dit, au début, on vous ignore, et après, on se moque de vous, puis on vous combat, et à la fin, vous gagnez. C'est vraiment, quand on regarde objectivement le parcours du MRC aujourd'hui, la bravoure de Cabral Libye du parti Univers, évidemment, est à saluer, mais la précocité et l'opportunisme, que je salue même d'ailleurs, parce que c'est bien en politique d'être opportuniste, c'est comme un attaquant dans un match de foot, puisque nous, au MRC, on prend cette analogie-là sur le tireur de pénalty. En tout cas, lorsqu'on voit l'opportunité de frapper, on y va, et Cabral Libye a eu ce courage-là de le faire, mais l'historicité et le parcours, de mon point de vue, surtout du fait qu'il n'est pas, en tout cas, disons qu'il n'ait pas eu le temps d'être à la tête d'une formation créée par lui-même, malgré la grande adhésion populaire, fait que, bon, pour ne prendre que ces deux-là, on ne va pas analyser de fond en comble. Pour le SDF, je dirais que lui, malgré son historicité et son ancienneté, il a plutôt connu une décroissance. On est passé de plus d'1,5 million en 92, on est à peu près 500 millions d'électeurs en 2011, dont objectivement ce n'aurait pas pu être lui. Mais en tout cas, ces critères-là n'ont pas convaincu tout le monde, et chacun était convaincu que c'est lui qui doit porter la coalition, et ça a fini par faire le jeu de ceux qui nous administrent. Maintenant, l'astuce quand même, parce que tout n'est pas perdu, c'est justement de présenter au peuple les éléments, les fautes. Vous m'avez posé la question au départ sur la raison pour laquelle la conférence n'a pas pu être tenue. Oui. Si le peuple comprend que cet État qui se proclame fièrement État de droit n'est toujours pas capable, malgré toutes les conséquences que cela a eu, cette incapacité d'aller vers l'autre et d'élaborer ensemble une solution, et même d'écouter ce qui ne nous plaît pas, en fait, que le peuple prenne conscience que voilà, déjà cet État-là, qu'on soit d'accord que cet État-là, lui, ne doit pas être reconduit, ce gouvernement-là ne doit pas être reconduit, ce président-là ne doit pas être reconduit, et maintenant que chacun, justement, puisque chacun est convaincu
forcément que tel ou tel candidat est le meilleur, que chacun essaye déjà en élaborant 2 critères. Le premier, qui est le meilleur selon moi, et le deuxième, qui a les meilleures chances selon moi de gagner. Oui. Ces 2 critères mis ensemble vont certainement converger vers la même personne, et ça permettra que même sans coalition formelle, il y ait une coalition populaire au moment de jeter le papier dans l'urne. Voilà, fini. Oui, rapidement. J'ai peur d'une chose autour de ce plateau, et c'est justement les choses que le Conseil national de la communication ne voudrait pas voir s'ériger dans les débats pendant la campagne électorale. J'ai l'impression que j'ai en face M. Yodi et M. Ekanga, qui sont l'un pour Akeremouna et l'autre pour Maurice Kamto, et qui sont les deux qui sont en train de vouloir coaliser pour faire une force. Moi, le RDPC est invité sur ce plateau. Bon, malheureusement, le RDPC... Ils sont pas là, le MRC et Apanui sont là. Je l'ai dit. Non, merci. J'ai dit, Casimir, j'ai dit à l'entame de l'émission que nous avons contacté la cellule de communication du RDPC pour la région littorale pour cette émission. Bon, ils savent, ils nous regardent en ce moment. Oui, même le candidat, le siège est vide. Ça, c'est le siège du RDPC. Sur le fond du débat, merci. S'il te plaît. Oui. Je voudrais dire que j'ai une expérience de des élections du Cameroun et même d'ailleurs. Et ce n'est pas au hasard que je suis observateur national. Oui. À l'heure où nous faisons cette émission, Elekam, qui est chargé de gérer l'élection au Cameroun, a complètement terminé le dispatching du matériel électoral. Et à tous les niveaux. Elekam a formé déjà son personnel par rapport à la disposition des bulletins de vote, des enveloppes, de l'urne et de tout. Elekam a fini son travail au niveau de son personnel et attend tout simplement que chacun lui rende compte au soir du 7 octobre, qui est après-demain. Maintenant que le mouvement NAO et le MRC seraient en train de coaliser, j'ai bien peur qu'on ne se retrouve dans une cacophonie qui sera organisée où on va retrouver tous les bulletins de vote sur la table dimanche matin. Ok, vous nous l'avez déjà dit, on va avancer. Oui, rapidement, on va avancer. Très rapidement. Une fois que les bons à tirer des bulletins ont été validés, tous les bulletins sont distribués dans les bureaux de vote, même s'il y a un désistement après. Donc, que le désistement ait eu lieu lundi ou qu'il ait lieu ce soir, les bulletins de vote de tous les candidats se seraient retrouvés dans l'ensemble des bureaux de vote. Non, je ne pense pas. Si le désistement a eu lieu à un moment... Maintenant, le défi que nous avons est un défi de communication. Je crois que Wilfried l'a rappelé. On ne va pas rester sur ce qui n'a pas été fait. Nous sommes à 2 jours de l'élection, nous avons un défi à réaliser en 48 heures. Non, il faudrait... C'est pas vous qui organisez l'élection. C'est Elekam qui organise l'élection. Elekam donne des instructions à ses présidents de bureaux de vote. C'est pas Elekam qui... C'est pas Maurice Kamto ou Akeremouna qui organise les élections. C'est Elekam. Et c'est pas vous qui devez donner des instructions ou bien communiquer pour qu'on retire certains bulletins de vote. C'est pas de ça dont je parle. Si vous m'avez laissé terminer. Ce que je voulais dire, c'est que nous avons une communication à faire aux électeurs, pas Elekam. Elekam à ce stade ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les 6,7 millions d'électeurs camerounais qui vont aller dans les urnes dimanche. Ce que nous leur disons, c'est qu'il y a une possibilité, il y a une confirmation qui va arriver dans les prochaines minutes d'un candidat qui peut être porteur d'un espoir d'alternance démocratique au Cameroun. Nous allons faire, il faut quand même des formations qui ont une implantation nationale. Peut-être pas autant que le RDPC, mais nous avons quand même une implantation. Nous avons des coordonnateurs qui vont travailler toute la journée demain pour passer le message, pour que les votes convergent vers le candidat qui portera notre projet. Voilà, on a parlé des tractations. Maintenant, revenons-en au réglage. Je vais reprendre cet article 7. Sont interdits le jour du scrutin les attroupements, clameurs ou manifestations devant les bureaux de vote ou de nature à porter atteinte à l'exercice du droit ou à la liberté du vote. Ça, c'est ce que, en substance, l'article 7 de l'arrêté signé ce jour par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, alors que dans la loi portant code électoral, article 109, on comprend, grosso modo, que le dépouillement est public. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous analysez cette sortie du ministre de l'administration territoriale? Je peux appeler ça la deuxième bourde du ministre Atangandji pendant ces élections. Parce que, en tant qu'observateur national, je l'ai précisé à l'entame de cette émission,
mon organisme qui est l'OCDLC, c'est-à-dire Organisation camerounaise des droits et libertés des citoyens, a demandé 150 observateurs et Atangandji a trouvé le plaisir de nous octroyer seulement 29 observateurs sur l'ensemble du pays, à raison de 3 observateurs dans certaines régions, 4 observateurs. Nous, au littoral, il nous a octroyé 5 observateurs. Et je me demande bien pourquoi. Il y a des organismes qui ont demandé 1000 électeurs, 1000 observateurs. On leur a octroyé 150 ou bien 100. Et je ne sais pas sur la base de quoi. Et c'est la toute première fois au Cameroun qu'on restreint le nombre d'observateurs nationaux. Et je me pose bien la question de savoir à quoi joue Paul Atangandji. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir organiser? Ça, j'ai dit, c'est la première des choses. Maintenant, pour revenir à l'arrêté numéro 0022, oui, signé ce jour par le même ministre de l'administration territoriale, il dit pas d'attroupement. Il contredit carrément le code électoral. L'article 109. Il faut reconnaître que l'élection, pour que l'élection se passe, les électeurs sont obligés de s'aligner et de faire des attroupements devant le bureau de vote. Ça, c'est avant le vote. Oui. Maintenant, après le vote, les électeurs reviennent en masse pour le dépouillement et ils sont massés soit sur les fenêtres, soit à l'intérieur, et le code électoral précise que tant que l'espace peut les contenir, ils peuvent entrer. Alors maintenant, Paul Atangandji, tout d'un coup, fait un arrêté pour dire que on ne doit pas faire des attroupements devant le machin. Moi, pas de clameur. Pas de clameur, pas de... Encore que, généralement, lorsqu'on fait le dépouillement, nous entendons des gens applaudir de gauche à droite, d'un bureau de vote à un autre. Comment est-ce que le ministre de l'administration territoriale pourra contenir cela? Comment est-ce qu'il pourra interdire cela? Donc, je crois que Mais si l'intention de l'arrêté était de moduler le règlement de l'exercice de certaines libertés, comme il a dit, et de certaines professions, ce qui était d'ailleurs normal, ce qui s'est toujours fait, ce qu'on a toujours fait à toute élection, il a fauté avec cet article 7 qui n'avait vraiment pas sa raison d'être. Et je crois qu'il faudrait qu'avant le scrutin du 7, c'est-à-dire dans 48 heures, il faudrait qu'il retire cet élément de son arrêté qui était pourtant un arrêté qui était la bienvenue. Ok. Et Wilfried Kanga, une autre violation? Oui. Le code électoral? Vous le dites vous-même, une autre violation, ça veut dire qu'il y a eu des violations préalables et c'est le cas. Ça obéit à justement une violation comme ce qu'on avait il y a quelque temps encore, la décision de faire d'installer des bureaux dans les casernes militaires ou les chefferies, où tout est possible. Il n'en est pas à son premier forfait. Le ministre de l'administration territoriale a pour vocation, quelle que soit son appartenance politique ou sa préférence pour tel ou tel parti, il a pour vocation d'administrer la socioculture du territoire qui lui est inféodé de manière totalement équitable pour tout le monde, et d'autant plus en contentieux, en période électorale, comme nous l'avons aujourd'hui. Mais on s'est rendu compte qu'en fait le parti politique, ou plutôt le parti pris, a pris le pas sur la fonction des ministères. Il est devenu un militant actif, nonobstant son ministère, il est devenu un militant actif pour le RDPC, et c'est à peine s'il le cache maintenant. Les textes sont clairs sur le code électoral qui disent voilà, le débat les dépouillements, ils sont universels, ouverts à tout le monde, ils sont publics. D'ailleurs, il faut déjà définir ce qu'on appelle attroupement. Si 2, 3, 4 personnes décident de rester plus longtemps pour surveiller leur vote, en tout cas veiller à ce que tout se passe selon les règles de l'art, est-ce qu'on va leur retirer le droit de s'implanter là et leur dire de s'en aller, alors que la loi à laquelle ils se réfèrent le leur autorise? Donc il y a ces arrêtés ministériels qui sont créés, un peu comme il y a cet arrêté virtuel, mais qui a quand même été factuel, ce qui m'est arrivé aujourd'hui sur la conférence interdite. On a même appris que le vol Camerco du président Maurice Kamto a été annulé. Je ne sais pas s'il y a eu un changement, mais il y a tous ces mécanismes-là que la réelle politique nous amène à prendre en compte pour dire que l'appareil étatique actuel, conscient du sérieux de ces élections qui n'ont rien à voir avec les élections précédentes depuis 92, conscient du fait qu'il est dos au mur et que ce sera compliqué. Nous allons vendre cher notre peau, ce ne sera pas facile comme avant. Nous avons convaincu énormément d'électeurs. On n'a jamais entendu autant la chanson Paul Biya, au revoir, ou voilà. Donc ils le sentent.
de l'autre côté, ils sentent la menace et donc tous les coups sont permis. Bon, maintenant je vais terminer avec l'élément par lequel on a commencé tout à l'heure sur les bulletins qui seront quand même disponibles, même si certains candidats ont décidé de coaliser avec d'autres. Je m'aligne avec mon camarade du NAO, qui l'est maintenant, mon camarade politique, parce que on part du principe que la population est intelligente et le seul exercice qu'on a à faire, c'est de communiquer au plus de gens possible que la coalition elle est effective. Du coup, même s'il y a 3 bulletins, 4 bulletins, chacun sait que si c'est Aker Rimona qui s'est allié derrière Maurice Kamto, ou si c'est Maurice Kamto qui s'est rallié derrière Aker Rimona, chacun sait que le bulletin du candidat qui s'est rallié n'est plus effectif et que voter pour l'autre, l'animal alpha de la coalition. Les mamans du village le savent. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de défis communicationnels. Oui. Si on n'y arrive pas, évidemment, ce serait dommage. Mais en tout cas, l'exercice que nous avons à faire aujourd'hui, plutôt que de pleurer sur ce qui ne peut plus être fait, c'est de communiquer justement au maximum. Et je suis d'accord avec vous en disant que le timing a été mauvais parce que le peu de temps qui nous reste va compliquer cet élément dans la communication. Ilham Iodi, justement, pour revenir à l'arrêté du ministre Paul Tangandji, l'arrêté dit l'arrêté réglemente l'exercice de certaines libertés. Est-ce que tout n'est pas dit là-dedans? Moi, je suis extrêmement inquiet. Hier, on a eu un échange où on a parlé justement de la présence de la police dans le bureau de vote et de la gendarmerie sur les axes qui y mènent. Et je disais justement hier à M. Meka, le représentant du RDPC, que s'il fallait se féliciter de cet acte, parce que nous vivions un contexte sécuritaire particulier, il fallait quand même s'inquiéter du fait que nous n'étions pas en train d'aller vers une tentative d'intimidation. Aujourd'hui, il y a un arrêté qui nous dit que les électeurs qui ont pourtant le droit d'assister au dépouillement ne peuvent effectuer aucun attroupement et aucune clameur. Aucune clameur. Je pense qu'il est clair que l'on comprenne très bien vers là où on est en train d'aller. Et je trouve ça extrêmement dommageable pour notre démocratie. On ne peut pas avoir à 2 jours de l'élection un arrêté ministériel qui vienne complètement restreindre les libertés. Nous pensons que le rôle de l'État, c'est aussi de garantir et de sécuriser les libertés. Et l'une de ces libertés... Est-ce que ce n'est pas le contexte qui a amené le ministre mais justement, ce contexte est important parce qu'il faut permettre aux Camerounais de s'assurer que le résultat qui va émaner des urnes est bien la volonté des électeurs. C'est très important. Donc il faut permettre aux électeurs de pouvoir sécuriser leur vote. Et le meilleur moyen de sécuriser son vote, c'est de pouvoir assister au dépouillement. Donc on ne peut raisonnablement pas interdire d'attroupement. En tout cas pour nous, nous sommes clairs sur notre démarche et nous continuons à dire à tous nos électeurs, une fois qu'ils auront voté demain, qu'ils aillent prendre leur casse-croûte ou leur déjeuner, mais qu'au plus tard à 16 h, qu'ils reviennent dans leur bureau de vote et qu'ils assistent au dépouillement. C'est très important. Ok, je vais revenir sur un autre article qui, ma foi, vous allez me dire ce que vous en pensez, cher monsieur. L'article 6 du même arrêté de Paul Tangandji dit l'autorité administrative du ressort peut, en tant que besoin, prendre ou prescrire toute mesure tendant à sauvegarder la liberté et le secret du vote. Deuxième alinéa 2, les mesures visées à l'alinéa 1 concernent notamment la lutte contre l'intimidation des électeurs et toute violence, menace ou manœuvre frauduleuse tendant à influencer le choix des électeurs. Moi, je ne trouve il a renforcé le pouvoir. Moi, ça, je crois qu'il a même, c'est même normal. Voilà, par rapport au contexte. Les pouvoirs, mais de l'autorité administrative. Mais vous comprenez pas quand il demande que pour les électeurs qui ait moins de bruit, on va le dire comme ça, dans le bureau de vote. Ce n'est que là où il y a problème. Il ne peut pas demander aux électeurs, il ne peut pas demander de parler de l'attroupement. Je dis, ce n'est que l'article. Il ne peut pas s'empêcher de manifester si leur champion il ne peut pas empêcher à remporter dans ce bureau de vote là. Empêcher aux électeurs de manifester leur joie ou leur mécontentement par rapport au dépouillement d'un bureau de vote. Ça, c'est... L'émotion est nègre, hein, vous le savez. Donc, on ne peut pas... Mais par rapport aux interventions de M. Ekanga tout à l'heure et même de M. Odi, je commencerai par M. Ekanga qui dit que pour la première fois, on a entendu beaucoup de Paul Biaouré. Moi, j'ai dit, ça, c'est... Il ne faut pas confondre les manifestations de foule avec les intentions de vote ou alors avec le vote en soi-même. Parce que nous avons assisté au cours de la campagne électorale un mouvement pratiquement inédit où on voyait une foule immense et nombreuse. Et ça s'est manifesté surtout autour de 2 candidats, à savoir Maurice Kamto et Cabral Libi. Mais je dis, il faut faire très attention.
Parce que lorsqu'on fait le décompte, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, on a environ 6,5 millions d'électeurs. Mais lorsque vous faites le décompte, vous allez voir que toute cette foule-là, c'est la foule. La foule reste foule. Et dans l'ensemble, ils n'ont même pas l'instrument de vote qui est là. Et comment vous le savez? Comment vous le savez? Si, parce que nous interrogeons, n'oubliez pas qu'au-delà de tout, je suis d'abord journaliste d'investigation et que j'ai la possibilité d'interroger 2 ou 3 personnes, même pendant les meetings. Moi, vous voyez, j'ai couvert. Comment vous savez? Ceux qui vous ont dit, la majorité des grands meetings. Casimir Désiré Taillé, ceux qui vous ont dit qu'ils avaient des cartes d'électeurs, je vais vous dire. Vous ont brandi ces cartes? Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'ils vous ont brandi les cartes? Je vais vous dire une chose, Serge Alain, pour que vous soyez convaincus. Oui. Lorsque nous voyons le RDPC, lorsque nous voyons des comités de base aux sous-sections, en passant par les bureaux de section et autres, tous les responsables, au moins, je peux laisser les militants, ont leur carte électorale. Et on a essayé de faire les décomptes de tous ces responsables dans l'ensemble du pays. Ils sont environ 4 millions. Et ils sont 4 millions sur 6,5 millions d'inscrits. Oh. Si. Moi, je donc le RDPC a déjà 4 millions de... peut déjà avoir... Le RDPC a déjà 4 millions c'est seulement 4 millions de responsables qui ont des cartes. Si, qui ont des cartes. Alors le RDPC a combien de militants? 4 millions. Si. C'est osé, monsieur. Et là, je n'entre même pas dans les détails des simples militants et autres. C'est-à-dire, lorsque vous prenez chaque bureau de section, bureau de sous-section, président et présidente au niveau de l'OF, OJ et RDPC, on n'est pas très loin du chiffre que je viens d'avancer là. Alors, lorsqu'on se rend compte qu'on est 6,5 millions d'inscrits, on est donc en train de se demander, ce sera donc quel vote? C'est pratiquement un vote à sens unique. D'ailleurs, vous avez vu que le candidat du RDPC ne se gêne même pas. À la limite, il a fait une seule sortie à Marois. Il a annoncé 2 sorties du côté de Bouya et de Kribi. Malheureusement, il a sûrement compris que ça ne vaut pas la peine. Et au moment où on fait campagne, le meeting de Maurice Kamto ne se tient que quand Maurice Kamto est là. Le meeting de Akeremouna se tient quand Akeremouna est là. Par contre, à ce moment, vous avez au moins 100 meetings du RDPC qui se tiennent en l'absence de Paul Biya. Nous n'avons pas la même histoire politique du territoire. Si, nous n'avons pas la même histoire politique. Justement, c'est logique. C'est justement ça. Et c'est pour ça que je l'ai dit à la toute première question que vous m'avez posée, Serge Alain, que l'élection d'aujourd'hui, l'élection de 2018 là, du 7 octobre, serait peut-être un bon prétexte pour nous de préparer les prochaines élections, c'est-à-dire celles de 2019, qui seront les élections de proximité, et celles de 2025, qui sera la prochaine élection présidentielle. Ufi de Kanga, Casimir Désiré Taillé pose le problème des cartes d'électeurs dans la foule. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'analyse de M. Casimir Taillé. Il est très convaincu de ce qu'il dit, il a la fougue dans la façon de l'exprimer, mais déjà de un, on ne devrait pas présenter cela comme une réjouissance de se dire ces gens-là ne sont pas inscrits dans les... C'est pas une réjouissance, hein, Wilfried, c'est un constat pour moi. C'est pas une réjouissance, j'ai pas de raison de me réjouir ou de ne pas me réjouir du tout. Peu parce que je suis neutre. La vérité, personne n'est neutre. Il faut faire un choix. La responsabilité de modification de l'état social dans lequel nous résidons incombe à tout le monde. La neutralité peut parfois confiner à la lâcheté. Je ne vous le prête pas, évidemment. Ce serait un procès d'intention. Mais être neutre, c'est manquer de courage d'assumer un choix. Et pourtant, on va profiter de l'amélioration par ceux-là qui actuellement tiennent le pouvoir. Alors oui, ils ne sont peut-être pas sur les cas inscrits, mais ce n'est pas une information que vous nous donnez. Tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Parmi ceux qui, même dans les meetings du RDPC, vu qu'il y en a comme on est pour cela, parmi ceux qui viennent au meeting, il y en a qui ont des cartes et d'autres qui n'en ont pas. Et ce n'est pas parce que vous faites 100 meetings que vous avez plus d'électeurs que celui qui n'en fait qu'un seul. La force du nombre peut dominer. Vous pouvez faire un meeting de 4 personnes, un autre meeting de 8 personnes, ça fait 2 meetings. Pendant ce temps, une personne fait un autre meeting de 20 personnes, ça fait qu'il a quand même, en termes comptables, réuni plus de personnes que vous. Et quand je parlais de l'IS populaire tout à l'heure, ce n'était pas pour dire que parce que les gens ont dit Paul Biya va-t'en, ça signifie qu'ils ont tous des cartes d'électeurs et que Paul Biya va tomber. J'ai dit ça matérialise simplement la volonté qu'a cette jeunesse enfin de voir autre chose. Et d'ailleurs, ça montre, ça s'inscrit en faux contre ce que vous avez dit. Maurice Kamto n'est pas là actuellement, mais je peux vous assurer que j'ai eu du mal à circuler dans la ville de Douala tellement j'étais sous escorte quasi présidentielle. Il y avait environ 5 à 600
personnes, je ne sais pas s'ils sont encore à l'extérieur, et d'ailleurs c'est justement la force du MRC, d'avoir dans ses rangs des gens qui à titre personnel sont capables de mobiliser une foule énorme. Nous avons été chassés de l'hôtel Le Watt parce que nous avons complètement paralysé le quartier. Donc il y a cette force-là sur laquelle il faut capitaliser. Il faut J'ai envie de vous demander, vous êtes combien au MRC qui pouvait mobiliser autant de monde? C'est déjà quelque chose, c'est-à-dire il y a déjà un élément qui s'inscrit en faux contre cela, et on parlait justement du nombre par rapport à la quantité. Vous pouvez être seul à mobiliser des gens, mais vous mobilisez 1000 personnes, quand ailleurs il y a 2-3 personnes qui peuvent mobiliser, mais chacun mobilise. Vous oubliez un élément, Wilfried. Vous semblez me oublier un élément. Vous êtes pratiquement devenu un leader, excusez, je peux pas le nier, mais c'est pratiquement sur le tard. C'est-à-dire que on ne vous connaît pas avant, et puis ceux qui pouvaient avoir de la sympathie pour vous n'ont pas été inscrits. Parce que c'est aujourd'hui qu'ils se réveillent et se rendent compte qu'ils ont des hommes comme Ekanga, des hommes comme Yodi, alors que c'est des choses qu'il fallait préparer avant et permettre que les gens s'inscrivent avant la fermeture des listes électorales. Nous vous avons compris, mais comprenez aussi. Nous n'avons pas, la vie du Cameroun ne s'arrête pas avec les élections présidentielles. Vous me rejoignez. Non, mais vous auriez dû prendre ça en compte plus tôt, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que pour les élections présidentielles, les gens ne se sont pas inscrits qu'on va se dire l'État s'arrête, tout est perdu. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Certainement, cette effervescence, c'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons, c'est qu'elle est le socle qui nous permet justement de surfer et de dire, après les élections, même si on venait à perdre, pour les législatives, veillez à ce que le RDPC tombe, pour les municipales, veillez à ce que le RDPC tombe. Et quand on a perdu... Je suis heureux que vous m'ayez compris. Non, mais je vous ai compris. En fait, vous avez pensé, vous n'avez pas élaboré, en fait, vous n'avez pas émis cette perspective-là. Vous êtes parti du principe, sans nous interroger dessus, que naïvement, nous avions pensé que voilà, parce qu'il y a des gens, ça veut dire qu'il y aura des votes, et vous avez pensé que vous nous informez en disant que comme ils sont allés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de carte d'électeur. C'est un argument qui revient de toute façon tout le temps. Perdre la majorité dans les communes et perdre la majorité au Parlement, c'est un peu comme perdre la présidentielle. Peut-être même le président Paul Biya, pourquoi pas, peut démissionner l'année prochaine en disant je n'ai plus la force parlementaire que j'avais parce que l'opposition, en tout cas la société civile... S'il gagne. Oui, s'il gagne, justement, parce que voilà, là encore, ce n'est pas certain. Justement, est-ce que coalition, aujourd'hui, est synonyme de victoire, de battre Paul Biya? On multiplie les chances. Oui. On ne va pas à la guerre en se disant qu'on va perdre. Donc, pour nous, il est clair que si nous allons à une élection, c'est parce que nous sommes convaincus que nous avons les armes pour gagner. On aurait pu travailler un peu plus tôt sur l'effervescence. Je crois que personne ne va le nier. Nous ne sommes pas nous-mêmes très satisfaits des délais. Mais comme je dis, on est rendu quelque part, on a un défi à réaliser, il faut y aller. Nous n'avons pas la même histoire politique que les autres. C'est ce que je n'ai cessé de rappeler. Aujourd'hui, on voit un Ekanga, on voit un Yodi, on en voit plein d'autres, Joseph Liangoula et d'autres. Ça veut dire que les partis politiques ou les nouvelles offres politiques ont justement travaillé à construire un nouveau leadership politique, d'abord à l'interne, et ensuite il va s'exprimer de plus en plus sur la place publique. Donc vous allez le voir, il va y avoir un extraordinaire déploiement au courant des municipales et des législatives, de candidats qui vont sortir de nulle part et qui ne seront pas des jeunes juste lambda, j'ai envie de dire, qui seront des jeunes qui ont un contenu, qui ont une histoire, un passé associatif, un passé militant et qui vont venir défendre les œuvres des différentes plateformes et des différentes organisations politiques. Pour le moment, nous y croyons. Si nous n'y croyions pas, nous ne serions pas sur ce plateau. Nous y croyons. Nous avons un défi. Je crois que la plupart depuis hier des militants du mouvement NAO, du MRC et d'autres ne dorment plus. Donc nous allons passer la nuit à essayer Casimir a sorti les chiffres des électeurs. Je ne sais pas, je ne connais pas cette base. Mais je suis un tout petit peu curieux. Hein. Si on me dit que seuls les responsables du RDPC qui ont des cartes d'électeurs font 4 millions et qu'il faille ajouter à ça les militants et autres, alors le RDPC aurait 8-9 millions de personnes qui auraient des cartes d'électeurs. Je ne suis pas responsable de cette étude. Ce que je dis, et je crois que notre coalition s'adresse également aux militants du RDPC, c'est très important. Nous nous adressons également aux militants du RDPC, nous nous adressons à tous les Camerounais pour leur dire que quand ils seront dans l'urne, ils seront chacun seul face à leur destin. Et ils devront être conscients que le choix qu'ils font, que nous ferons ce dimanche, détermine ou déterminera le Cameroun des 20 prochaines années. Nous savons qu'au sein du RDPC, il y a plein de militants qui souhaitent un changement et nous leur disons qu'ils aient le courage de glisser le bon bulletin dans l'urne pour que nous offrions au Cameroun cette transition démocratique que nous attendons. Casimir Désiré Tagné, peut-être avant, oui, il y a un journal. C'est une très belle question. Oui. La question à Yodi de savoir si coalition... Oui, voilà, je voulais ajouter en disant, on a vu une sortie du ministre... le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Rona, qui dit que même à 8, ça n'ébranle pas Paul Biya.
À côté, vous oubliez qu'il y avait une autre déclaration de Maurice Kamto qui disait exactement le contraire. Donc moi, je ne pense pas qu'il faut prendre les déclarations des personnalités pour monnaie comptante. Mais par contre, vous avez posé une très belle question tout à l'heure. Est-ce que coalition, c'est synonyme de défaite de défaite ou de victoire de l'opposition? Moi, j'ai dit d'emblée, oui. S'il y avait coalition, et une coalition à temps, moi je suis persuadé que ce serait synonyme de victoire. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une élection d'un système à un tour. C'est-à-dire on passe avec la majorité relative. Figurez-vous, en 1992, Paul Biya avait été élu avec 39%. Ni John Frondi officiellement suivait avec 37%. Alors, c'était les plus grosses têtes qui se dégageaient. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement sur le même scénario. Et moi, je pense que, contrairement à ce que certains ont pensé que ce serait une victoire à la soviétique, parce que, et c'est là où je donne un peu raison à M. Yodi, que c'est pas parce que j'ai dit qu'il y a 4 millions d'électeurs au RDPC que tous les 4 millions d'électeurs vont automatiquement voter pour le RDPC. Il y en a au sein du RDPC des personnes qui sont dépassées par ce système-là et qui veulent. Si vous avez bien lu un article du jeune enquêteur qui est apparu hier, si le problème du RDPC, si le problème de Paul Biya était les militants même du RDPC. Ça, c'était un article que nous avons publié hier dans le jeune enquêteur. Alors, moi, avant d'arriver ici, j'ai consulté encore les derniers chiffres. Et il est dit dans les intentions de vote qu'apparemment, Paul Biya peut avoir 44% de vote. Et il est suivi de très près par Maurice Kamto avec 30% d'intention de vote. Ça, c'était avant la coalition. Avant la coalition. Or, derrière lui, il y a Cabral Libi, Joshua aussi, et Akele Mouna, qui suivent avec 7-8% chacun. Ça veut dire que si ces ensembles-là avaient coalisé, ils se retrouveraient avec au moins 55% de vote. Et automatiquement, ils battraient Paul Biya. Mais vous croyez en ce sondage? Oui, c'est pas, oui, bien sûr. C'est un sondage vraiment scientifique. Hein. Ça, je peux me donner des bases. Ça a été fait à la base de 5000 électeurs et les électeurs de 20 à 45 ans. Donc, et puis, sachez que les sondages également changent au jour le jour. Oui, donc, il y a des choses qui peuvent arriver demain et qui peuvent... Ça, c'est le sondage d'aujourd'hui. Oui. Et je dis, ce n'est que le sondage d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, un autre sondage donnait Paul Biya vainqueur à plus de 85%. Et à ce jour-là, ces sondages-là étaient crédibles pour ce jour-là. Mais les choses ont évolué et très rapidement. Donc, je dis, s'ils avaient coalisé, or, actuellement, ils sont en train de vouloir faire une coalition entre deux grosses têtes. Où sont parties les autres grosses têtes, à savoir Cabral Libi et Joshua aussi? Pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas dans la ferveur de la coalition pour dégager? Parce que pour enlever Paul Biya de ce pouvoir, je pense qu'il faut se lever très tôt, il faut faire campagne, il faut organiser, c'est pas à la dernière minute. Et je l'ai dit, le danger de la dernière minute de la coalition tout à l'heure, j'ai dit pourquoi ça ne peut pas marcher. Wilfried Ekanga, le MRC, c'est la coalition, c'est synonyme de victoire? Ça peut être, enfin, il n'y a pas de différence entre avec ou sans coalition dans ce registre. Dans une coalition, vous pouvez gagner. Dans une coalition, vous pouvez perdre. Si vous faites une coalition de quelqu'un qui a 20% et un autre qui en a 10, ça fait 30. Si l'autre a la majorité absolue, vous perdez quand même. Ça dépend aussi des résultats de l'autre et de la façon dont les autres partis politiques vont lui prendre des voix. Le MRC s'est levé très tôt et c'est d'ailleurs la raison pour les irrégularités constatées par le MRC, mais aussi cette volonté exprimée par les électeurs de retirer leurs cartes électorales. Ils se bousculent dans les antennes des LECAM. Quelle attitude doivent-ils adopter le jour du scrutin présidentiel? On en parlera dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie des invités pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de nos trois invités. On attend toujours le RDPC qui est invité à ce programme. Je commence avec vous, Casimir Désiré Tanier, Paul-Éric Kinguet, directeur de campagne de Maurice Kamto. On parle d'irrégularité, on va le dire comme ça. Il parle de l'affichage, il parle de la non-publication des listes électorales par LECAM.
sinon les délais qui sont connus par la loi. Il parle également de cette poursuite des inscriptions sur les listes électorales. Le dernier élément, je ne peux pas en dire plus, je ne peux pas en dire long sur l'inscription actuelle sur les listes électorales, mais j'espère que Paul-Éric Ngué a des arguments sérieux pour le dire. Mais par rapport à l'affichage, je l'avais dit dès l'entame de la campagne électorale. Et je crois que c'était sur ce même plateau, Serge Alain, c'était encore sur votre au cours de cette émission. Dès l'entame de la campagne électorale, j'ai dit que c'était une campagne électorale complètement déséquilibrée, où on voit les affiches du candidat du RDPC qui inonde toute la ville et surtout à des dimensions incroyables. La loi électorale donne les dimensions même des affiches. Mais au niveau du RDPC, il y a Joshua aussi qui a aussi des grandes affiches. Oui, je crois qu'il a voulu, Joshua aussi a voulu à un moment faire comme le RDPC, mais je crois qu'il n'a pas atteint la taille du RDPC. Lorsque vous connaissez... C'est discutable. Ça se voit aussi. Si, lorsque vous connaissez... Affiches aussi, non, ces grandes banderoles qu'on voit sur les trucs. Si, je dis, Joshua n'a pas atteint le niveau du RDPC par rapport aux affiches. Il a essayé d'imiter, mais il ne pouvait pas l'atteindre. Et je dis que ça peut faire l'objet des recours en annulation au niveau du Conseil constitutionnel. Parce que c'est flagrant et c'est énorme et c'est inadmissible. Et il y a le deuxième élément que Paul-Éric Ngué a essayé d'évoquer, la non-publication des listes électorales, le non-affichage des listes électorales 8 jours conformément au code électoral. Tous les ans, on décrit le même phénomène. On dit souvent au Cameroun, chasser le naturel, il revient toujours au galop. Chaque année, on a toujours décrié cela et ça n'a jamais, il n'y a jamais eu de changement. Espérons qu'au moins avant l'élection, c'est-à-dire elle est comment encore 24 heures, c'est-à-dire la journée de demain, pour publier. Parce que l'importance de la publication des listes électorales, c'est quoi? C'est pour permettre aux électeurs, aux scrutateurs et à tout le monde de savoir exactement où est-ce qu'ils iront voter, où est-ce qu'ils sont inscrits. Parce que quand bien même vous savez que vous allez voter, par exemple, au lycée Leclerc, je prends un exemple. Il vaut bien que vous sachiez que je veux voter dans telle salle du lycée Leclerc, parce que au lycée Leclerc, c'est vrai. Je n'ai pas pris cet exemple au hasard, parce qu'au lycée Leclerc, on retrouve une vingtaine de bureaux de vote. Alors, l'électeur ne doit pas venir le matin du vote commencer à faire le défilé, sinon on va se retrouver avec une foule immense qui serait qui serait perdue et qui ne saura pas où est-ce qu'il. Donc, espérons qu'au moins, avec la journée de demain, Elekam va faire au moins ce devoir d'afficher les listes électorales dans les bureaux de vote pour que les électeurs les consultent librement et sachent la conduite qui aura à tenir le jour du vote. Mais au cours du journal de Cédric Moufele tout à l'heure, il s'est posé le problème de retrait des cartes électorales. Moi, je voudrais dire un mot là-dessus en passant, parce que les Camerounais ont tendance à croire que la carte électorale est la condition sine qua non pour voter. Non, la condition sine qua non pour voter, c'est l'inscription dans une liste électorale. On peut être inscrit sur une liste électorale et ne pas pouvoir être en possession de sa carte électorale. Donc, il suffit d'avoir la preuve que vous êtes inscrit et d'avoir sur vous votre carte nationale d'identité. Juste parce que la carte nationale d'identité, c'est juste un élément pour vous identifier et savoir qu'effectivement, c'est Serge Alain Otou qui vote là et que c'est lui, puisqu'il faut émarger sur la liste électorale avant de prendre les bulletins de vote. Donc, moi je dis que il y a encore beaucoup de la matière. La démocratie camerounaise, comme on le dit souvent, elle avance, mais elle avance à pas de tortue. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Ok. Iram Yodi, sur ces trois griefs, on va les appeler ainsi. Disons que les irrégularités relevées par le directeur de campagne, M. Maurice Kanto, sont suffisamment graves. Mais je vais dire qu'on n'est pas très surpris. Pour nous, Elekam joue clairement le jeu d'un candidat en particulier. Et sur la poursuite des inscriptions, vous êtes d'accord? Il a les éléments... Là, je ne saurais pas vous dire si parce que vous avez englobé non, parce que l'accusation est suffisamment grave. Donc, j'imagine bien M. Paul-Éric Ngué est quelqu'un d'extrêmement responsable, que s'il a porté cette accusation sur la place publique, c'est qu'il a des éléments en sa possession. Donc voilà. Par contre, vous me permettrez de faire un petit glissement. C'est peut-être la dernière fois que
que l'on se voit, c'est probablement la dernière fois que l'on se voit avant l'élection. Donc moi, j'aimerais juste passer un appel d'une petite minute. Je l'ai déjà dit, ce qui se joue ce dimanche, c'est le Cameroun des 20 à 30 prochaines années. Donc moi, j'aimerais seulement dire aux Camerounais qu'un certain nombre de leaders ont pris leurs responsabilités pour nous offrir une opportunité à travers une coalition. Nous devons également, dans les urnes, prendre notre responsabilité. Il faudrait que nous soyons cohérents avec ce que nous demandons, avec l'ensemble des crises que nous traversons. Je ne vais pas revenir sur la crise anglophone, sur le déraillement du train à Ezeka, sur la qualité de nos infrastructures sociales et sanitaires particulièrement. Dimanche, il faut mettre le bulletin rouge dans l'urne. C'est le bulletin du candidat Maurice Kamto. C'est ce bulletin-là qu'il faut glisser dans l'urne. Et j'appelle également les sympathisants, les militants du RDPC à avoir un vote responsable qui nous permettra d'opérer une transition et de mettre notre pays sur la voie de la paix et sur la voie de l'espérance. Ok, donc ça veut dire que la coalition est là déjà? Je crois que c'est clair depuis le début, la coalition est là. Ok. Bon, Wilfried Ekanga, je reste sur ce troisième grief de Paul-Éric Kinguer, sur la poursuite des inscriptions. Vous qui êtes du MRC, quels sont les éléments de preuve que vous avez? L'affirmation n'étant pas de moi, ce n'est pas moi qui en premier ressort dispose des éléments de preuve. Nous allons accorder le bénéfice du doute à M. Paul-Éric Kinguer. Nous n'allons ni affirmer ni infirmer. On va attendre qu'en cas de procédure pour diffamation de la partie accusée, il puisse présenter des éléments parce que, comme l'a dit mon confrère, l'accusation est assez sérieuse et on ne porte pas ce genre de jugement quand on n'a pas un tant soit peu les éléments pour étayer la dite accusation. Donc on lui accorde le bénéfice du doute, ça c'est un élément. Pour le reste, le fameux grief, là, il est certes le troisième, mais en fait il est en droit de ligne, en conformité avec tous les griefs que nous avons envers ELECAM et envers l'appareil administratif dont le ministre Paul Atanga Nji. Et ça remet un peu en question ce que mon aîné M. Casimir disait tout à l'heure, parce que le RDPC n'est pas si sûr que ça de sa victoire. En fait, il semble être sûr d'avoir tellement mis les mécanismes qui empêchent l'autre de mener un combat équitable et donc de gagner, qu'il est certain que ces mécanismes vont fonctionner et donc du coup qu'il y arrivera parce que les interdictions de conférences, les interdictions de meetings, en tout cas les tentatives, les fraudes comme celles dont on est en train de parler, ou alors les bourses octroyées à quelques jours de l'échéance électorale, ou alors les visites intempestives dans des régions stratégiques à grand vivier électoral, ce sont des manipulations qui justement permettent à l'appareil qui est là depuis 36 ans de maintenir ses chances d'être là. Mais les pieds de nez faits à l'opposition sont une sorte d'avis d'échec et c'est pour ça ça peut nous amener à conclure que autant lorsque Cabral Libby dit que dans une élection sérieuse Biya ne peut pas gagner, lorsque Maurice Kamto dit qu'il marquera ce penalty certainement à 100%, ce n'est pas si fou que ça comme affirmation parce que l'opposition, en tout cas le parti au pouvoir lui-même nous donne des éléments qui permettent de conclure qu'il considère, il prend l'opposition au sérieux. Il la prend tellement au sérieux que sa campagne n'a pas été basée sur le bilan. Sa campagne a été basée sur la mise en œuvre de la force étatique dont il dispose à travers tous les éléments qu'on est en train de citer. Du point de vue du bilan, c'était assez léger. C'est pour ça que s'il faut adresser un message à la population, il faut leur dire de ne pas aller voter pour ceux qui, de manière opportuniste, leur ont accordé des faveurs superficielles parce que les élections approchaient, de ne pas aller voter pour ceux qui les ont mis en garde comme une menace, à Tanganji justement, Jean Kuete, c'est de lui qu'il s'agit, de ne pas aller voter pour ceux qui, après les avoir mis dans des conditions de dénuement total, sont revenus jouer les sauveurs en leur accordant un pain, du pain, des gadgets, des casquettes, et c'est voilà, c'est manger pour 1 an et être affamé pour 7 ans. Thomas Sankara disait qu'il faut réfléchir entre du champagne pour une minorité de personnes et de l'eau minérale, de l'eau potable pour tout le monde. Donc c'est à ça que nous convions la population. Le seul parti qui n'a pas basé sa campagne sur le projet, sur les chiffres, sur les données de ce qu'il présente aux Camerounais, c'est le parti au pouvoir. Donc ce serait absurde d'aller encore voter pour lui. Voilà, on va sortir avec ce meeting, on l'a vu, de Patricia Ndamjoya à Yagua, qui bat campagne pour son mari de candidat, Adamou Ndamjoya, qu'on n'a pas vu depuis. Moi, je vais dire que finalement, au Cameroun, on va finalement tout voir, hein, Serge Alain. Et ça fait partie de ce que j'appelle souvent les camerounaiseries. C'est-à-dire les choses qu'on ne voit que chez nous au Cameroun. Voilà un candidat. D'ailleurs, je commence déjà par la forme. Lorsqu'on dit Patricia Tomagno Ndamjoya, on voit immédiatement ce député
balance sa cocarde, c'est-à-dire un objet dans une assemblée, à l'Assemblée nationale, où un député en sort avec une grosse blessure. Je crois, jusqu'aujourd'hui, on attend toujours des excuses de ce député qui ne sont pas vraiment effectives. En plus, lorsqu'on dit UDC, quand Madame Tomanyo Damjoya n'est pas députée, c'est son mari qui est député. Quand elle n'est pas maire, c'est son mari qui est maire. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour revenir à la campagne, Serge Alain, je dis que c'est une camerounaiserie. Parce que un candidat déclaré ne peut pas être totalement absent. S'il ne peut pas, on dit généralement au Cameroun, si tu ne peux pas, tu laisses. S'il est malade, effectivement, il est malade, on le sait. S'il est malade, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi vous basez pour dire ça? Et vous avez vu, parce qu'il n'y a que 2 leaders de l'UDC qui sont en train de battre campagne pour l'UDC, à savoir Madame Damjoya, parce qu'il faut l'appeler ainsi, et Sambaka. Et ils l'ont dit. Ils ont dit à un moment qu'on devrait voir leur champion avant la fin de la campagne. Nous voici à 24 heures de la campagne. Quand est-ce qu'on va encore le voir? Moi, je dis que quand on est malade, quand on est indisponible, ce n'est pas quand on va être élu président de la République qu'on sera disponible. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est pas Il est malade, je vous ai dit, Serge Alain, vous ne doutez pas, je suis un journaliste d'investigation et je pèse suffisamment mes mots quand je les avance. Amadou Damjoya est malade et n'est même pas au Cameroun. Il est en l'extérieur en train de se soigner et ce sont ses ouailles qui font campagne pour lui. Et puis, vous allez voir que l'UDC est ce prototype même des partis politiques camerounais entièrement, je ne veux même pas dire régional parce que c'est des partis ethniques, c'est-à-dire concentrés sur une petite ethnie. Et vous allez voir que chaque fois que ces campagnes que vous avez... C'est les réalités camerounaises. C'est des réalités camerounaises, Serge. Oui, restons sur la campagne, je vous en prie. Serge Alain, je confirme que Damjoya n'est pas là. Il ne sera pas là avant l'élection du 7, c'est-à-dire dans 48 heures. Et il aura toujours des voix. Et ces voix-là, ce sont des militants ethniques, la majorité ressortissants du Nyoun, qui croient en leur leader comme on croit en Jésus-Christ, qu'il soit là ou pas. Ok, merci. Merci, cher monsieur, d'être venu. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Ce qui va se passer le 7. Je peux dire un petit mot sur l'UDC rapidement. Oui. Justement, enfin, c'est peut-être une pique, mais une réalité. Quand on voit qu'il y a des candidats supposément de l'opposition qui ne battent pas campagne et que de l'autre côté, on nous parle d'une coalition à 8, pour revenir encore sur le principe de la coalition, vous comprenez que c'est complexe de faire une coalition avec des candidats qui sont hors du Cameroun. C'était tout simplement pour rappeler que la coalition attendue ne s'est pas faite pour un certain nombre de raisons factuelles. Oui. Nous en avons une, il faudra voter celle-là le 7 octobre. Oui, Wilfried, je constate que c'est la 3e fois en 4 plateaux où je suis présent et où le RDPC est absent. Ce n'est pas une surprise. C'est parce que, après y avoir perdu la totalité des débats argumentatifs qu'ils ont eu face au MRC, la réalité est qu'ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien à défendre, ils n'ont rien à justifier. C'est le vide absolu et je réitère à la population camerounaise de prouver à l'Afrique et au monde qu'on est capable par la voie des urnes, par la voie légale, de renverser un ordre désordonné comme celui dans lequel on est actuellement et de voter pour le MRC. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. Merci. Oui, Casimir, oui, je pensais qu'on aurait eu le temps pour parler de cet incendie qui s'est passé dans la ville de Douala. Oui, allez-y, surtout avec les déchets pétroliers qui sont des éléments essentiellement inflammables, qui côtoient avec les populations tous les jours, et que ça ne dit absolument rien à personne. Mais néanmoins, pour une fois, j'ai l'impression que, à force de marteler, les choses commencent à changer. Pour une fois, nous avons vu le gouverneur du littoral et le préfet du Vouri se lever à 3 h du matin pour aller s'enterrer. Comment ça, une fois? Parce que généralement, souvenez-vous, quand on a eu la catastrophe des écarts, vous voyez à quelle heure les premiers responsables du Cameroun sont arrivés. Non, et puis même le parce que là, vous parlez du gouverneur, il va dire, je crois que... je dis, non, on a souvent vu. On a toujours vu le gouverneur. L'une des rares fois, c'est l'une des rares fois où on voit le gouverneur boire. Figurez-vous, on est en train de terminer la campagne électorale
sans que les responsables ou alors même les candidats eux-mêmes n'aient eu la possibilité d'aller dans le nord-ouest ou le sud-ouest pour battre campagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, nous y sommes allés. Vous êtes allés à Limbé? Nous étions déjà à Kumba au tout début de la campagne, puis à Limbé il y a 2 jours. On n'a pas vu votre champion dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout comme on n'a pas vu le président Paul Biya à Boya, ce n'est pas parce qu'il considérait que c'était déjà gagné, c'est parce qu'il n'en a pas la fait. Et c'est beaucoup plus honteux pour un président. Oui, justement, Casimir a parlé des candidats. Hein. Aucun candidat, c'est encore plus grave pour le président de la République. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Tout à l'heure, après Equinox Soir, un rendez-vous à ne pas manquer sur notre antenne. Étoudi 2018 reçoit ce soir le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Rona. Et après, le programme économique et social du candidat Maurice Kamto. Le candidat Maurice Kamto s'exprime dans un programme qui lui est consacré. Tout de suite, après, Étoudi 2018. Bon, suite de programme sur Equinox Télévision. Madame, monsieur, bonsoir.